Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi, je suis le directeur Brand Content de Values. Dans ce nouvel épisode de VCast, le podcast média de Values, nous avons eu envie de vous parler des fake news. Ce phénomène est apparu avec le développement des réseaux sociaux qui rendent égaux l'avis du kidam et l'enquête d'un journaliste, la rumeur des complotistes avec la parole politique. Pour une marque, il devient donc essentiel de ne pas être associé d'une manière ou d'une autre à ces fausses nouvelles, car elles projettent sur ceux qui l'entourent un halo de suspicion. Une fois de plus, nous allons voir que le contexte est essentiel pour faire passer son message. Avec nous aujourd'hui, Pierre-Albert Ruquier, cofondateur et directeur marketing de Storyzy. Bonjour Pierre-Albert. Bonjour Jérôme. Pour commencer, peux-tu nous définir ce qu'est une fake news ? Alors une fake news, c'est très simple. Fake news, d'abord, c'est un anglicisme. Ça veut dire une information fabriquée, en réalité. À ne pas confondre avec fausse news, qui est une fausse information. Donc si on est dans une traduction littérale, une fake news, c'est vraiment quelque chose qui est fabriqué et qui est intentionnellement faux. Et donc, on pourrait définir de manière très simple la fake news par une information trompeuse, intentionnellement trompeuse, et à ne pas confondre avec l'erreur qui est humaine. Donc, une erreur n'est pas une fake news en réalité. Ah, ça c'est très bien parce qu'effectivement, on entend ce mot fake news un peu pour tout et pour rien. On entend de la part on en entend parler quand Trump dit quelque chose et effectivement parfois c'est pas forcément fabriqué mais plutôt il dit n'importe quoi. Oui. Et donc du coup, où est-ce qu'on les trouve majoritairement ces fake news ? Alors sur Internet, on les trouve partout. Elles sont vraiment omniprésentes. On peut les trouver sur des sites Internet, on peut les trouver sur des blogs, dans des vidéos, sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Ils sont pointés du doigt très souvent, ces réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter et tout ce qui existe en la matière. Donc il n'y a pas d'endroit particulier. Chacun a pu en faire l'expérience d'ailleurs. Les fake news sont omniprésentes partout. D'accord, donc si tu dis qu'elles sont omniprésentes partout, ça veut dire qu'elles sont à des endroits, tu parlais des réseaux sociaux notamment, ou des sites, sur des sites, qui sont assez puissants. Finalement, il y a beaucoup de gens, c'est bien le problème d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui les lisent, qui les écoutent, qui les regardent, parce qu'il y a évidemment tout type de format. Donc on pourrait se dire presque naturellement que s'il y a du monde et que ça représente une audience, ça peut être intéressant pour des marques ou pour tout le monde. Évidemment. Alors après, il y a des gens qui font des fake news en permanence et qui en sont coutumiers du fait et donc jouent beaucoup avec ça et même certains en font quasiment profession puisqu'ils peuvent même gagner de l'argent grâce à ça parce qu'ils ont bien compris que les fake news ça fait beaucoup d'audience il y avait des études qui avaient été faites, par exemple un faux tweet, une fake news sur un tweet est 6 fois plus partagé qu'un tweet qui donne une information vraie et fiable. Donc il y a des gens qui ont bien compris ça. Il y a des exemples célèbres comme Paul Horner qui était un Américain qui avait créé même des sites sur lesquels il diffusait des fausses nouvelles, des fausses informations, parce qu'il savait que ça allait générer énormément d'audience. Et donc, grâce à ça, il monétisait son audience avec la publicité qui était sur ces sites. Donc, il y a effectivement une possibilité quand on fait de l'audience. Alors, c'est vrai aussi, par exemple, sur YouTube. YouTube, alors c'est plus compliqué parce que YouTube lui-même gagne de l'argent grâce à la publicité. Il reverse éventuellement, quand certaines chaînes font beaucoup d'audience, de la publicité. Et si une chaîne fait beaucoup d'audience sur YouTube en diffusant des fausses informations douteuses, etc., eh bien, on va pouvoir la monétiser et gagner de l'argent avec, oui, tout à fait. Peut-être petit retour en arrière, tu serais capable de nous dire de quand ça date, parce que j'ai dit en introduction que c'était avec l'arrivée des réseaux sociaux, etc., mais en fait c'est peut-être bien plus ancien que ça, on fabrique des nouvelles depuis très longtemps en réalité.
les fausses informations, ça existe depuis très 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 longtemps. En effet, les réseaux sociaux n'ont pas inventé les fake news. Même au café du commerce, les gens se racontent des fausses informations en discutant autour d'un ballon de rouge ou autre, et chacun a pu en faire l'expérience. Et puis il y a ces fameuses rumeurs, hein, vous savez, vous avez peut-être entendu parler de cette rumeur dans les années fin des années 60 qu'on avait appelée la rumeur d'Orléans, qui avait prétendu que des femmes disparaissaient dans les cabines d'essayage de certains magasins à Orléans. Enfin bref, les fake news, les fausses informations, les rumeurs, ça a toujours existé, c'est humain. Ce qui change peut-être, c'est la dimension que ça prend avec le digital, effectivement, et l'ampleur en réalité que ça prend. Oui, tout à fait. Et il y a un phénomène qui est très important avec les réseaux sociaux et l'Internet, c'est effectivement la diffusion aujourd'hui. Avant, si vous racontiez une histoire imaginaire à votre copain ou même à deux personnes, bah, ça se limitait à ces personnes-là. Aujourd'hui, vous pouvez le raconter dans une vidéo sur YouTube, vous pouvez en faire un tweet, vous pouvez faire un post sur Facebook, et là, ça va peut se propager à des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de personnes instantanément. Et comme, encore une fois, ça peut avoir un impact et que c'est assez viral parfois parce que c'est spectaculaire, parce que c'est sensationnel, parce que c'est disruptif par rapport à quelque chose qui est vrai souvent, et ben, ça va se propager parfois très très vite. Et si on réfléchit aux émetteurs, comme on parlait tout à l'heure effectivement des sites, on parlait plus du support, mais les émetteurs, ça peut être toi, ça peut être moi. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une communauté immense, il suffit que certains la reprennent, et puis ça peut gonfler très rapidement en réalité. Tout à fait, un individu inconnu peut très bien balancer quelque chose qui va être repris par des millions de gens. Après, quand on est dedans et qu'on regarde ce qui se passe, on voit que quand même, il y a certains influenceurs qui sont présents et qui génèrent beaucoup d'audience de manière régulière, de manière récurrente. Et là, par exemple, avec la crise du coronavirus depuis plusieurs mois, on a vu émerger des leaders d'opinion, littéralement, qui diffusent des fausses informations, des théories du complot, etc., et qui en ont fait quasiment systématiquement une profession. Mais alors justement, c'est ce que j'allais te demander, mais à quoi ça sert en fait concrètement donc ? Alors, les motivations sont diverses et variées. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui font ça parce qu'ils ont compris que ça pouvait leur faire gagner de l'argent. Il y en a d'autres, c'est pour défendre une idéologie, parce que ils croient vraiment ce qu'ils disent. Quand ce sont des théories du complot, par exemple, les gens y croient, donc ils veulent diffuser ça, ils veulent... alors, quelquefois, on peut même les comparer à des gourous, hein, parce qu'ils vont avoir des fans, ils vont avoir on voit sur YouTube, là, avec cette crise du coronavirus, par exemple, plusieurs personnalités qui ont émergé, qui sont quasiment des gourous, dont le nombre d'abonnés augmente énormément, qui font des centaines de milliers, voire des millions de vues sur leurs vidéos, parce que ça rencontre aussi un public qui recherche un discours qui est alternatif, on va dire, ça plaît. Alors peut-être avant de parler des marques, tu peux peut-être nous dire, puisque tu sembles être un observateur, tu es un observateur particulier de ces phénomènes-là, de quels outils on dispose ? Parce que c'est tellement vaste, il y a tellement d'endroits où ces fake news peuvent débuter, se loger, etc. C'est quoi les outils dont on dispose aujourd'hui ? Alors, les outils pour les observer, alors d'abord, chacun peut les observer, hein, si on va sur les réseaux sociaux, etc. De temps en temps, il y a des informations qu'on va passer qui sont un peu douteuses, et puis on se dit, tiens, c'est bizarre, j'y crois pas vraiment, ou voilà. Mais sinon, effectivement, il existe des outils. Alors, il y a tous les gens qui font de la vérification d'informations, qui sont les sites qui font du fact-checking. Hein. En France, on en a beaucoup, des médias traditionnels, depuis Le Monde, en passant par Libération, l'AFP, France TV Info, etc., font de la vérification d'infos, ont souvent des sites dédiés à ça, et là-dessus on peut repérer effectivement toutes les fausses informations qui peuvent circuler parce qu'elles sont vérifiées et qu'on peut dire est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Et puis il y a des outils
plus sophistiqués qui permettent de traquer sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, des comptes suspects, des sites aussi suspects, des chaînes YouTube suspectes, et de repérer un peu quels sont les propagateurs de ces fake news. Ça nous permet d'arriver aux marques. Tu en fais profiter, avec Storyzy, vous en faites profiter les marques, en réalité. C'est-à-dire, c'est de dire, une marque, elle ne doit pas, ou du moins elle doit essayer, dans la mesure du possible, d'éviter d'être en contact avec ces fake news. Alors, effectivement, pour une marque, j'imagine que toutes les marques ne sont pas les mêmes, et elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne, mais... les marques qui ont un peu une éthique, disons. Voilà, les marques qui ont une éthique vont, ne pas vouloir se retrouver sur des sites internet qui diffusent beaucoup de fausses informations, ou qui sont propagandistes, ou autres, parce que, pour leur image, c'est pas bon, mais aussi parce que, forcément, en faisant de la publicité sur ces sites-là, elles vont contribuer à leur financement, à leur vie, donc voilà, et en plus, ça légitime quelque part le site internet en question, puisque si vous avez si un internaute voit une publicité sur un site internet douteux, et que cette même publicité, il la voit par exemple sur un site internet beaucoup moins douteux, fiable, connu, il va se dire il est aussi valable que l'autre, alors que c'est pas forcément la vérité. Donc il y a une caution avec la publicité qui s'affiche, et puis il y a aussi un financement qui peut s'opérer. Et donc les solutions pour éviter ça, elles sont multiples, mais ça peut être, je fais ce qu'on appelle des whitelists, c'est-à-dire je ne vais faire de la publicité que sur les sites que j'ai choisis. Voilà, donc ça c'est possible, on fait du gré à gré, et puis on achète, on fait ses campagnes sur ces sites-là. Et puis il y a l'autre solution qui est de dire je vais avec des systèmes plus sophistiqués de mots-clés, je vais dire je veux pas que mes publicités aillent sur des pages, alors là c'est plus sur des pages que sur des sites sur lesquels il y a tel mot-clé, alors ça peut être un peu compliqué, ça marche plus ou moins bien. Et puis il y a une autre dernière solution qui est de dire je blacklist, c'est-à-dire que je dis je ne veux pas que mes publicités aillent sur une liste de sites qui sont réputés pour diffuser des fausses informations. Voilà, donc c'est plusieurs possibilités qui s'offrent effectivement à l'annonceur quand il fait une campagne, essentiellement là on va dire en programmatique, évidemment. Donc alors ça devient quand même un travail très pointu finalement, c'est-à-dire que c'est d'aller, comment on répertorie tous les sites, tu parlais de mots-clés, enfin on peut en inventer, c'est bien toute la difficulté de l'exercice, j'imagine. Alors tout à fait, alors pour les mots-clés c'est compliqué parce qu'en plus ça change tout le temps, ça bouge tout le temps, c'est en constante évolution, parce qu'il y a des sujets qui deviennent, en ce moment, qui aurait dit il y a quelques mois que un des mots-clés ça serait la chloroquine par exemple, parce que la chloroquine génère énormément de fausses informations, et donc ça change tout le temps, et donc il faut s'adapter en permanence. Ça c'est compliqué pour les mots-clés. Pour les blacklists et les sites, là c'est aussi compliqué, mais je dirais qu'une fois qu'un site est catégorisé dans une catégorie de, par exemple, fausse information, il ne va pas trop bouger, en général, il n'évolue pas vers une fiabilité. Voilà, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Un site fiable peut devenir un site qui va être de désinformation, par exemple. Et ça, c'est notre boulot, par exemple. On catégorise automatiquement des centaines, des dizaines de milliers de sites qu'on va chercher en permanence, et on a une technologie qui nous permet de catégoriser, donc de dire, voilà, ce site-là, il est plutôt conspirationniste, il est plutôt de propagande, il est plutôt un site qui diffuse des informations pseudo-scientifiques, voilà. Et ça, c'est comme ça qu'on réussit à constituer une base de données de sites qui peuvent servir à du blacklistage. C'est ça le brand safety ? Brand safety, c'est plus large que ça en réalité. Brand safety, alors effectivement, c'est pour faire en sorte que
que ces publicités aillent sur des sites, on va dire, clean. Mais c'est aussi éviter les sites qui fraudent, c'est-à-dire, par exemple, qui ont des robots qui vont générer du faux trafic ou ce genre de choses. Donc le brand safety, c'est assez large. Le fait de faire en sorte que ces publicités, ces campagnes se fassent dans des environnements, en fait, dans des contextes éditoriaux, on va dire, clean et fiables, c'est une partie de la brand safety. Oui. D'accord. Donc, comment on prend un engagement, parce que alors nous, côté agence média, mais toi aussi, comment on prend des engagements auprès des annonceurs pour leur garantir qu'ils vont être dans un univers protégé des fake news, des fausses informations, même si effectivement j'imagine qu'il y a des technologies extrêmement puissantes et pointues pour aller scanner les sites et les repérer. Bon, c'est difficile de donner une garantie. Comment on fait pour prendre des engagements là-dessus ? Alors c'est difficile effectivement de donner une garantie parce que le 100% n'existe pas. Si on fait une campagne en programmatique notamment, je pense qu'on ne peut pas garantir à 100% que les publicités ne vont pas se retrouver à un moment donné sur un blog obscur, sur une plateforme Blogspot ou autre qui a diffusé des informations horribles ou de fausses informations. C'est très compliqué. Comment dire, il y a la seule manière en réalité de garantir qu'on va être dans un environnement safe, c'est effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la whitelist, c'est-à-dire que dire voilà, je n'annonce que je fais des campagnes que sur les sites que j'ai choisis et je ne vais pas ailleurs. C'est ça, on peut rappeler peut-être que l'achat programmatique, c'est un achat d'audience finalement, oui. Et donc forcément on va aller chercher là où va l'internaute et donc au risque que l'internaute soit au mauvais endroit ou du moins qu'on associe effectivement la publicité avec un site ou avec des fausses nouvelles ou des nouvelles inventées carrément. On a vu dernièrement, c'est intéressant ce qui se passe là en ce moment, l'UNESCO a fait une publicité partout sur beaucoup de médias print pour défendre l'information de qualité, pour défendre les faits, c'est écrit comme tel, également une presse libre, etc. Mais voilà, pour défendre les faits, on est quand même dans un monde où on est obligé de faire de la publicité pour dire qu'il faut à tout prix qu'on donne des faits et qu'on donne de vraies informations. C'est quoi la responsabilité des marques là-dedans ? Parce que notre responsabilité à nous en tant que conseil, si je puis dire, voilà, on la voit bien, on essaie de faire au mieux, tu nous disais un petit peu les limites de l'exercice, mais malgré tout, il y a des outils qui existent et c'est ce que toi tu fais toute la journée, mais la responsabilité des marques aussi, c'est de s'intéresser justement à ça et d'être dans un univers justement où on est sûr de l'information qui est passée. Je pense que les marques ont tout intérêt à favoriser un environnement, un contexte fiable, de confiance, parce que en fait le maître mot de tout ça, c'est la confiance. Qu'est-ce qui génère le succès des fake news en général ? C'est le manque de confiance et la défiance qu'ont les gens envers les médias, souvent envers les politiques aussi, etc. Donc les marques, si elles s'associent et si elles soutiennent par la publicité notamment, des médias qui font un travail rigoureux, qui font un travail reconnu, comme tu dis, sur les faits, sur tout ce qui peut contribuer à une information de qualité, eh bien, je pense qu'elles y gagneront parce qu'elles seront associées à cette idée de qualité, cette idée de fiabilité et cette idée de confiance. Et je pense que qualité, fiabilité, confiance, ça doit aller ensemble tout ça. Oui, c'est ça, il y a un transfert, c'est ce qu'on essaie de dire là depuis le début, c'est qu'il y a un transfert qui s'opère naturellement, on est sur un site, on voit tout son environnement et donc même si on n'y fait pas attention, on va associer de fait un annonceur, une marque avec le contenu qu'on est en train de lire en fait, même pas forcément, si on s'en rend pas forcément compte, mais en fait on va l'associer naturellement, donc c'est vraiment ça qu'il faut préserver. Oui, tout à fait, et les marques l'ont compris depuis très longtemps, elles utilisent les médias depuis très très longtemps pour faire la promotion
promotion de leurs produits, de leurs services, etc. Et elles savent très bien choisir, depuis toujours, les journaux sur lesquels elles vont annoncer, les chaînes de télévision, même les émissions dans lesquelles elles vont pouvoir être associées et celles avec lesquelles elles ne vont pas vouloir être associées. On a tous en mémoire des exemples d'émissions qui ont été boycottées par certaines marques parce qu'elles dépassaient les bornes ou ce genre de choses. Donc effectivement, c'est très important pour la marque de pouvoir associer son produit, son service à de la qualité et de la fiabilité pour qu'elle-même puisse en bénéficier quelque part. C'est ça. Et donc nous, on est là pour l'aider à garder le contrôle sur tout ça dans un environnement digital extrêmement vaste et pluriel. Merci beaucoup, en tous les cas, Pierre, Albert, d'avoir répondu à mes questions. Au revoir et à très bientôt, Jérôme. On l'a compris, les fake news sont partout sur le digital, sur les réseaux sociaux bien sûr, mais également sur des sites qui se déguisent en sites d'information. Donc il faut y prendre garde, et en particulier pour les marques qui doivent à tout prix éviter d'associer leur image avec ce genre de fausses informations ou d'informations fabriquées. Je vous retrouve, je l'espère, très bientôt pour un nouvel épisode de Vcast. En attendant, mettez-nous des étoiles, recommandez-nous, mettez-nous des commentaires ou suggérez-nous même des sujets que vous aimeriez écouter dans ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Ciao.